Bonjour Adrien, Bonjour. tu vas bien? Ouais, ça va, je suis content d'être là avec vous. Où est-ce que tu es là d'ailleurs en ce moment? Tu es à Freiburg, tu Ouais, je es... suis à Freiburg chez moi. Ok, ok, ok. Super. Donc, on n'est pas loin, Adrien, en fait. Vous auriez Ça plus fait que pu le très, faire très ensemble. plaisir. Ouais, on aurait pu effectivement être ensemble et ça me fait très plaisir vraiment que tu sois là, Adrien. On va faire des nouvelles recrues là avec Antoine et Adrien et compagnie. Et peut-être, donc pour vraiment cette expérience vraiment incroyable que tu as vécue, nous parler de ça, tu peux simplement nous expliquer un peu la marche, qui l'organisait, Ouais. un peu quels étaient les objectifs et puis comment tu es tombé là-dedans finalement. Bon, alors c'était plusieurs mouvements qui essayaient en fait, le but, c'est de lever le blocus de l'aide humanitaire, voilà, qui est bloqué par les Israéliens devant la frontière. Donc, donc les Palestiniens sont en train de vivre une famine parce qu'il y a de la nourriture, mais elle ne peut pas rentrer à Gaza. Donc l'idée, c'était de lever ce blocus. Donc il y avait 7000 personnes d'Algérie, du Maroc et de Tunisie qui étaient partis, eux, en voiture, en bus et tout, pour nous rejoindre, nous. Et nous, on était 4000 activistes de 80 pays différents. Et on devait tous se rejoindre en Égypte pour marcher de manière non violente, de manière symbolique, marcher dans le désert. Et ensuite camper devant la frontière, là où l'aide humanitaire est justement bloquée depuis plusieurs mois, et demander de manière non violente la levée de ce blocus, quoi. Et donc ça venait dans ce mouvement aussi avec la flottille, avec Rima Hassan et Greta Thunberg. Et donc tout ça était dans un élan de marche non violente. Il y avait même le petit-fils de Mandela. Ça a été initié par plusieurs docteurs qui étaient aussi sur place à Gaza, qui ont aidé justement, qui faisaient partie de l'aide humanitaire. Et donc voilà, c'était un peu le délire à la base. Et les organisateurs espéraient se faire escorter par, par les autorités égyptiennes, parce que c'est une zone dangereuse, c'est une zone de guerre. En fait, en fait, l'Égypte, c'est un peu fou, hein. Il y a le Nil, il y a le delta, et puis ensuite, il y a vraiment du désert jusqu'à Gaza. Donc l'idée, c'était de marcher là-dedans et de se faire escorter par les forces égyptiennes. Ok, et du coup sur place, ça s'est passé comment? Typiquement avec les autorités égyptiennes. Et est-ce que tu peux nous raconter un petit peu Ouais. ton périple? Du coup, juste avant quelques jours avant que ça commence, on n'était pas encore sûr si l'Égypte était OK ou pas avec cette marche. C'était pas sûr, Ok, parce qu'en fait, là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'officiellement, le régime, il soutient la Palestine. Et en fait, tous les Égyptiens soutiennent la Palestine parce que ce sont des peuples frères, en fait. Et donc, il y avait quand même un espoir qu'il soit OK. Et on a découvert que un jour ou deux avant que ça commence, il y avait déjà des gens qui arrivaient en avion qui se faisaient directement expatrier. C'est-à-dire qu'ils arrivaient en Égypte, ils n'avaient même pas le temps de poser des pieds en Égypte, qui se faisaient retour au pays. Et ceux qui étaient dans des hôtels, qui étaient là depuis quelques jours, se sont fait aussi expatrier. C'est-à-dire qu'il y a eu des descentes de flics dans les hôtels et puis hop, ils se sont fait expatrier. Donc ça a commencé à donner un peu le ton. Et du coup, on a essayé de se rassembler. Ceux qui étaient présents au Caire ont essayé de se rassembler, d'aller dans une ville, Ismaïlia, qui est un peu plus proche justement de Gaza. Et en allant là-bas, on a tous pris des taxis, hein, pour aller un peu en mode incognito. On s'est vite fait arrêter, quoi. Et donc, moi, j'étais parti d'un petit groupe, donc c'était assez tranquille. On était 80 à peu près. Enfin, ils nous ont tout de suite. En fait, ce qui est un peu fou là-bas, c'est que donc c'est un régime militaire. Donc, il y a des flics et de l'armée partout. Et soit ils sont habillés en mode flic, soit ils sont habillés en mode militaire, soit ils sont en civil. Et, ok. et nous, on arrive comme ça, il y a des civils qui nous demandent des passeports, tu vois, ils nous demandent nos passeports, et du coup, on sait pas trop ce que on dit non. Mais c'est vrai, Et, c'est quel motif du coup? Ils ont pas donné de justification, c'est non, juste comme... en Ok, fait, ouais, c'est ça. L'Égypte, c'est pas vraiment un état de droit, quoi. Il y a des abus de pouvoir tout le temps. Non, mais moi, j'avais pas capté, en fait, que c'était à ce point-là, quoi. Si tu veux, ils sont pas habitués aux manifs, parce qu'il n'y en a pas. Et quand il y a quelque chose, c'est réprimé, mais d'une violence. Les opposants vont en prison sans justification, sans jugement. Et il y a des cas de d'accord. torture. Enfin, c'est vraiment un délire, quoi. Et donc nous, on voulait pas donner les passeports au début. Ça crée un peu de tension. Et en fait, ils sont arrivés très rapidement. Ils étaient plus nombreux que nous. Nous ont entourés très rapidement. Et, euh, et du coup, nous, on avait quand même un alibi. Au début, on était des touristes. Et donc, ils ont tout de suite remarqué qu'on n'était pas que des touristes, on commençait à se parler entre nous. Et donc, ils nous ont encerclés ils ne savaient pas comment nous gérer. En fait, ils ne savaient pas comment nous gérer. On a fini par donner nos passeports.
Et ils n'osaient pas trop nous toucher et tout. Et bon, donc ça a duré un petit bout de temps. Et puis finalement, dans mon groupe à moi, ça a été assez OK. Ils nous ont pris de force, ils nous ont mis dans des bus. Et après, pour à la base, nous expatrier. Et ce qui était assez fou, c'est que moi, j'ai mis 1h30 pour venir à cet endroit-là. On a mis 6 heures au retour de bus. Ils nous ont vraiment fait poireauter. Et au début, c'était pas forcément cool avec nous, mais il y a un moment, il y a des appels des ambassades. Et l'ambassade française a été vraiment soutenante pour nous parce qu'on était de 80 pays, hein, donc il y avait vraiment de toutes les nationalités. Et là, franchement, la France, on était bien, ouais, on nous a bien soutenus. Et donc, il y a eu des appels d'ambassade et là, ils ont switché. Ils sont devenus super gentils avec nous. Ils ont fait des please, 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 yes, yes, yes. Ils nous ont rendu nos passeports. Et finalement, ils ne nous ont pas expatriés. Ils nous ont laissés à peu près, voilà, ils nous ont laissés près de l'aéroport. Et en fait, ce qui est fou, on est sorti des bus et puis là, les conducteurs, ils nous font bon, bah, on n'a pas été payés. Du coup, est-ce que vous voulez bien nous donner quelque chose? Si tu veux, en fait, c'était les bus. C'est pas ici comme en France où tu vois, c'est un truc organisé, c'est des bus par la police, machin. C'était juste des taxis qui étaient là. Les flics ont dit toi, tu viens, tu fais ça. Ils ont obéi pendant 6 heures et après, c'était à nous de leur donner de l'argent. C'était fou. Nous, on a été touchés parce que le conducteur du bus, il avait un autocollant pour la Palestine dans son bus, tu vois. Donc, il était pour la Palestine. Donc, à la fin, on l'a rémunéré, quoi. Mais c'est assez fou, quoi, de payer ton propre. c'est du gros n'importe quoi là-bas. Et donc, moi, j'ai eu de la chance parce qu'ils nous ont rendu nos passeports, mais il y avait des bus qui étaient partis avant nous et qui étaient déjà à l'aéroport et qui poireautaient. Et ils n'ont jamais retrouvé leur passeport. Et donc, Ah oui. Ouais, donc c'était bien une trentaine de personnes qui étaient sans passeport, du coup. Et le consul est venu. Donc, il n'y avait pas que des Français, hein, mais en tout cas, le consul français est venu. Et du coup, ça a duré plusieurs jours. Ils ont dû aller à l'ambassade et puis aller au commissariat et déclarer qu'ils avaient perdu leur passeport. Parce qu'ils ne pouvaient pas déclarer que la police avait confisqué mon passeport ou la police avait volé mon passeport. Ça, ce n'était pas entendable pour le régime. Donc, ils ont dû déclarer qu'ils ont perdu leur passeport. Et ils ont dû payer une amende de 300 € parce qu'ils avaient perdu leur passeport. Donc, avec des histoires à la con, genre on était 5 dans le taxi, on a tous les 5 perdu notre passeport. Tu vois, c'est. Et donc, tu payes 300 € et puis après, tu payes encore pour un passeport voilà, provisoire. Donc, pour des pays comme nous, ça va. Enfin, c'est quand même cher, 300 €, mais il y a d'autres pays. Il y en a qui venaient de l'Inde, par exemple. Enfin, c'est des sommes qui sont monstrueuses, quoi. Et donc, nous, ça a duré, enfin, moi, en tout cas, des retours que j'ai eu des Français, ça a duré peut-être 2-3 jours, mais pour d'autres ambassades, et même des ambassades européennes, pour d'autres nationalités européennes, ça a duré plus d'une semaine à récupérer leur passeport. Donc, ils sont restés au Caire sans passeport, sans pouvoir rentrer, voilà, pendant une semaine. Donc, c'était vraiment un délire, quoi. En fait, on a vu que ils ne savaient pas nous gérer, c'était du gros n'importe quoi, ils étaient complètement perdus, quoi. Ils n'avaient pas capté qu'il y avait un autre groupe qui était parti avant et tout, enfin, ils ne savent pas faire ça, quoi. Ok. Ouais. Ouais, vraiment, ce que tu racontes sur l'Égypte, ça fait. Enfin, je savais un peu que c'était une dictature, bien sûr, mais c'est fou comment on n'en parle pas du tout, non? Enfin, personne. C'est le gros allié de l'Occident là-bas. C'est vraiment l'allié stratégique, je dirais, numéro 2 après Israël, quoi. Et du coup, tellement on parle toujours des droits de l'homme, les dictatures à droite, à gauche, mais l'Égypte, c'est motus bouche cousue. Ouais. Alors que c'est vraiment, comme tu dis, ce que j'avais entendu, ils avaient autorisé une manif Palestine, parce que ça, ils ne pouvaient pas ne pas l'autoriser tellement la pression populaire était. C'est la seule manif qu'ils ont pu autoriser les dernières années, mais sinon, c'est. Et puis les massacres, des fois, dans le désert et tout ça, enfin, c'est hallucinant, quoi. Et là, ça confirme vraiment ce que tu racontes. Et en fait, j'ai discuté avec deux, trois Égyptiens et ils disaient que, par exemple, là, c'était trop difficile pour eux d'autoriser cette manifestation pour la Palestine, parce que si jamais le peuple égyptien se soulève pour la liberté de la Palestine, il risque après de continuer à être soulevé pour la liberté de l'Égypte. Et du coup, ça menace un peu des autorités égyptiennes, quoi, s'il y a un élan qui se crée, quoi. Et parmi les gens à qui tu as pu parler, justement, c'était en général très, très solidaire avec la marche, non? Les gens en dehors du Ouais, en fait, on a peu parlé, enfin, en tout cas, moi, j'ai peu parlé aux Égyptiens, déjà parce qu'il y en a peu qui parlent anglais. Et on restait aussi camouflés, en fait, parce que les déportations ont été faites jusqu'au dernier jour. Et donc, si tu veux, en fait, c'est dur. Moi, ce que je trouvais vraiment dur dans ce pays, c'est que je ne savais pas à qui faire confiance. Et en fait, je faisais confiance aux expatriés, quoi. Ouais. Et Okay. Il y avait quand même un chauffeur de taxi. Au bout d'un moment, je me disais, ah ouais, lui, c'est bon, je peux lui faire confiance. Mais les autres, du coup, tu sais pas, t'es vite, quoi. Parce qu'ils sont tous de mèche avec les flics et en fait, c'est assez chaud, quoi.
Ouais. Typiquement, quand tu parlais du chauffeur de bus qui avait un sticker Free Palestine, vous avez pu lui parler à lui, par exemple? Ou, Bah, lui, il parlait pas anglais, mais on avait dans notre bus, on avait quelqu'un qui parlait arabe, donc il y avait une forme de communication, mais bon, c'était pas si simple non plus, quoi. Ouais, ok, d'accord. Ouais. Et du coup, enfin, est-ce que tu savais, vous savez ce qui se passait dans sa tête? Enfin, genre, est-ce qu'il savait ce qu'il était en train de faire? Et est-ce que, ouais, je sais pas comment expliquer. Enfin, est-ce que tu penses qu'il savait ce qu'il était en train de faire et les conséquences que ça impliquait, qui vous étiez, pourquoi il le faisait? Je Je suis sais pas pas. sûr qu'il a compris tout, mais en tout cas, les discussions peuvent tourner assez court. Après, il faut suivre les instructions, Ok. quoi. C'est souvent la dernière phrase, il faut suivre les instructions, quoi. Et, et, et en fait, moi, par exemple, donc dans notre petit groupe, là, au début, il y a un mec en civil, c'est un flic, il m'a parlé, et puis il était un peu plus jeune que moi, et j'ai trouvé trop cool. Je me suis dit, mais ce mec-là, ce serait trop mon pote. Et du coup, je me sentais mal de lui mentir, parce que je disais que j'étais touriste, quoi. Et après, quand ça s'est révélé, on a eu l'action, puis à la fin, j'ai eu le temps, j'en ai discuté 20 minutes ensemble. Et en fait, lui, par exemple, ce qui m'a touché, c'est qu'il n'a jamais voulu la violence. Enfin, il y a des flics, tu vois, en fait, il y en avait qui avaient un grand cœur, qui n'avaient pas envie de faire ça, qui, en plus, pour cette cause-là et tout, ils n'osaient pas, tu sais, ils se sentaient mal, il y en a qui ont des larmes aux yeux. Enfin, franchement, il y en a qui étaient vraiment touchés, quoi. Et il y en a d'autres qui étaient vraiment en mode, voilà, jeu de pouvoir, violence, on réfléchit pas, on suit les instructions, tu vois, Brut épaisse un peu. ouais, Ouais. qui bouillait la colère. Et donc lui, je lui ai parlé et j'étais vraiment touché. Et je lui ai dit, mais voilà, mais écoute, toi, t'es pas obligé de travailler pour l'État, quoi. Tu vois bien que c'est un peu de la merde. Et en fait, il peut pas ne pas travailler par l'État parce que s'il démissionne, il devrait, donc c'est compliqué déjà, et il devrait payer des frais monstrueux, en fait. En fait, lui, il était en prison. Lui, il était beaucoup plus en prison que nous, finalement, parce qu'il peut rien faire. Il peut pas désobéir. Il n'y a pas vraiment d'autres alternatives dans le travail non plus en Égypte. Et puis, s'il doit quitter son travail, il doit payer des frais immenses à l'Égypte. Enfin, donc lui, il était vraiment en prison. Il était obligé d'obéir, quoi. Et donc, ça m'a vraiment touché de voir ça. Et en fait, c'est là où on était un peu limite, c'est-à-dire que on poussait un peu les Égyptiens justement à désobéir parce qu'ils étaient avec nous moralement, mais on les exposait du coup à d'énormes répressions, parce que si un flic ne faisait pas un truc ou s'il montrait justement une sensibilité pour nous, et derrière il s'exposait vraiment à des risques par sa hiérarchie, quoi. Et ça, nous, on n'a pas vraiment été au courant de ça. Voilà. Et est-ce que tu as pu, par contre, avec les autres militants des autres pays, du coup, il y avait 80 pays, un peu échanger, discuter, créer des liens, voir un peu leurs expériences à eux, à la fois en Égypte, peut-être, c'est comme tu as Ouais. dit, avec les Français, peut-être il y avait une surprotection, peut-être, pour les Français par rapport à d'autres, et puis aussi dans leur propre pays, non? Comment ça se passe? Ouais. Alors déjà, ce que je voulais dire aussi, c'est que donc c'était dur parce qu'on n'avait pas les contacts des uns des autres. Et donc moi, j'ai rencontré surtout les gens qui étaient dans mon petit groupe de 80. Mais il y avait un grand groupe de 1000 personnes qui étaient arrêtées à un autre endroit. Et eux, c'était un autre délire parce qu'ils sont 1000, donc c'est énorme. Et ils ont décidé aussi de ne pas rentrer dans les bus. Donc ils sont assis de manière non violente à protester en disant on va rester là. Et les flics ne savaient pas quoi faire. Et du coup, ce qu'ils ont fait, ils ont payé des gens, des civils, pour aller frapper les manifestants. Donc, c'est Waouh. des images assez folles où tu as 1000 personnes qui sont assises de manière non violente et tu as une centaine de civils, des bédouins ou d'autres personnes, et qui arrivent d'un coup, qui commencent à les insulter, qui leur lancent des trucs, qui leur crachent dessus, qui leur foutent des gros coups de latte. Enfin, franchement, ils y vont, ils s'en donnent à cœur, je vois quand ils frappent, Et tout ça encadré comme un ring de boxe par les flics, quoi. Et donc, c'est un délire. Donc, les flics laissent les civils frapper les manifestants. Et après, ils arrivent vers les manifestants en disant écoutez, vous n'allez pas rester ici, vous voyez que c'est dangereux, rentrez dans les bus avec nous. Donc, une forme de chantage comme ça, quoi. Et ça, c'était assez fou. Et il faut se rendre compte quand même. Ça, c'est des stratégies qu'ils avaient utilisées pour réprimer le printemps arabe en Égypte, donc de payer des gens pour la violence. Et ce qu'il faut se rendre compte, c'est le niveau de misère de ces gens-là. C'est-à-dire que ces gens-là, ils sont tellement misérables qu'ils prennent de l'argent des flics pour aller frapper les gens qui sont d'accord avec eux, qui se battent pour la même cause. Il faut juste se rendre compte à quel point il y a des gens qui sont misérables, qui sont pauvres, qui sont dans des situations difficiles en Égypte. Parce que j'ai quand même un peu de compassion pour ces gens-là, parce que tu vois, tu ne fais pas ça normalement. Tu ne vas pas prendre de l'argent pour frapper des gens qui sont d'accord avec toi. Si tu le fais, c'est que tu es vraiment dans des conditions qui sont vraiment misérables. Et ça m'a vraiment choqué. Ça m'a vraiment choqué. Et donc, il y a eu quand même en tout cas, certains manifestants qui ont pris cher. Et après, ça s'est arrêté. Et puis, ils ont décidé d'arrêter le truc.
Et là, l'organisation de la marche to Gaza a dit bon, c'est chaud, c'est mort, on arrête. D'accord. Et là, c'était un peu limite parce que nous, on était quand même venus des quatre coins du monde voilà, pour y aller. Et nous, on était prêts à continuer à manifester parce que ce qu'on risquait, bon, à part quelques coups comme ça, ce qu'on risquait, c'était surtout la déportation, enfin, le retour en France, quoi, ou dans nos pays. Et donc, on était prêts à continuer à agir, mais voilà, l'organisation ne voulait pas agir contre les lois du pays. Enfin, il n'y a rien qui est légal en Égypte. En tout cas, le signal était assez fort de l'Égypte que c'était chaud, quoi. Donc on s'est retrouvé après, voilà, on s'est retrouvé un peu sans savoir quoi faire, sans avoir les numéros des uns des autres, parce que voilà, moi je suis allé, je connaissais personne, et donc on avait nos petits contacts où à chaque fois qu'on dormait dans des hôtels, et donc à chaque fois qu'on voyait un expat, on se parlait et puis on se captait, on disait ah toi aussi, mais il fallait pas qu'on se rassemble, quoi, parce qu'on se faisait choper direct, et comme dit, enfin il y a des gens qui se sont fait traquer jusqu'au dernier jour, quoi, et qui se sont fait déporter jusqu'au dernier jour, quoi. Donc ouais, c'était un peu un jeu le chat et la souris sur la dernière semaine, quoi. Et Du juste, coup, tu même disais... pour juste, excuse-moi, même pour parler entre vous, donc entre étrangers, donc pas des gens d'Égypte qui étaient venus pour la marche, c'était compliqué, non? Ouais, voilà, c'est ça, quoi. Il y avait des fois, on s'autorisait et tout, mais en fait, tout est compliqué au Caire, déjà, parce que l'Égypte, c'est assez compliqué. Il y a pas de nature. Hein. Déjà, ça ne devrait pas exister. L'Égypte, c'est un désert. En fait, ça existe juste parce qu'il y a le Nil. Et ils sont 120 millions là-dessus. Nous, on est 60 millions en France. Eux, ils sont 120 millions sur le Nil. Donc, en fait, le Caire, moi, j'étais choqué. C'est des champs d'immeubles partout, quoi. Puis, il n'y a pas vraiment des bars. Il n'y a pas de place pour se rassembler. Tu vois, enfin, puis c'est compliqué. Tu dois tout prendre en taxi. Il n'y a pas de transport commun. Tu vois, enfin, tu peux pas vraiment marcher. Enfin, c'était assez compliqué, quoi, de se rassembler. Puis, on n'avait pas un numéro des uns des autres. Donc, dès qu'on voyait quelqu'un dans un hôtel, on se parlait. Et puis, mais en même temps, ils avaient leur truc de prévu. Il y en avait plein qui étaient parano, qui ne voulaient pas se rassembler. Donc, en fait, on n'était que par des petits groupes de 3-4, quoi, pas plus. Donc, on a fait des rencontres, mais c'était assez courté, quoi. Et du coup, tu disais, vous étiez 80 nationalités, et Ouais. tu avais l'impression que c'était quelle nationalité qui était le plus représentée? La France. France, ok. On était 500 Français. Ok. Et après, je sais plus. Il y a quand même des gens, ils sont venus de loin, hein, des États-Unis, par exemple. Tu vois, c'est des prix de vol qui sont assez impressionnants aussi, hein. Typiquement, je pense aux pays arabes, il y avait beaucoup de gens qui venaient des pays arabes ou pas tant que ça? Oui, mais eux, par exemple, comme je disais, il y avait 7000 Algériens, Tunisiens, Marocains, Ok. eux coincés à la frontière de la Libye, quoi. Et Ouais. donc eux, Mais d'autres, par exemple, Jordaniens, Saoudis, je sais pas. je ne les ai pas rencontrés. Moi, j'ai rencontré des Américains, Coréens, Indiens, Allemands, Néerlandais, je crois. C'est à peu près tout, quoi. Après, voilà, comme dit, mon groupe était plus petit, quoi. Je n'étais pas dans un grand groupe avec 1000 personnes, quoi. Ok, je vois. D'accord. Et dis-moi, et peut-être pour aller un petit peu vers la fin, du coup, pour conclure un peu, qu'est-ce que tu en tires comme enseignement du coup de cette à la fois, bon, peut-être, bon, tu as déjà raconté un peu sur l'Égypte, mais sur l'histoire sur Gaza, comment on peut faire, qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut continuer? Alors, il y a plein d'enseignements. Déjà, moi, j'ai capté déjà tous les droits qu'on a, nous, en Europe, et à quel point c'est un privilège, même si je le savais avec la tête, là, j'ai vraiment compris. Et que c'est surtout un devoir. C'est un devoir d'utiliser ces droits pour ceux qui ne l'ont pas. Et parce que tous les Égyptiens aimeraient manifester pour Gaza, mais ils ne peuvent pas. Et donc, moi, je peux. Et donc, il y a vraiment un truc c'est mon devoir d'agir aussi. Donc, ça m'a vraiment aussi relancé un petit peu là-dessus. Et surtout, il y a de l'hypocrisie, parce que, en fait, qui c'est qui soutient le plus Israël? C'est les États-Unis, la France et l'Allemagne. C'est nous qui leur vendons des armes. Donc, c'est aussi vraiment chez nous qu'il faut aussi agir, quoi. Et là, j'ai eu de la fierté de voir les gens de la CGT là, qui n'ont pas voulu embarquer des armes dans les bateaux vers Israël. Et donc, nous, on a vraiment du travail à faire, parce qu'il y a quand même des trucs rageants. C'est-à-dire que nous, on a été interdit d'aller de manière non violente devant l'aide humanitaire, mais les Israéliens, eux, ils ne sont pas gênés, même des Franco-Israéliens, pour aller, bon, c'est un autre endroit, mais devant aussi ces camions-là, ils s'allongent devant les camions d'aide humanitaire pour pas que l'aide humanitaire puisse rentrer à Gaza. Et il y en a même qui ont donné des coups de couteau à éventrer les sacs de riz pour que la nourriture ne puisse pas rentrer à Gaza. Et eux, ils ont accès à ces zones-là, tu vois. C'est un délire. D'ailleurs, les Franco-Israéliens qui ont fait ça, ils vont être poursuivis par la justice pour complicité avec le crime pour l'humanité, je crois, crime de guerre.
Et du coup, c'est quand même un délire dans le monde dans lequel on est, quoi. Et c'est chez nous aussi qu'il faut agir. Et ça m'a vraiment donné aussi envie, quoi, de plus se mobiliser ici en France, et puisqu'il y a quand même, il y a de quoi discuter avec les gens, sensibiliser les gens, parce qu'en fait, ce qui est quand même assez fou, c'est que personne n'en parle dans les grands médias, personne ne voit les choses, et ça se passe surtout sur les réseaux sociaux. Donc, il faut avoir accès aux réseaux sociaux, puis il faut être dans les bonnes bulles pour voir les images de gens de Gaza qui t'envoient les images de ce qui se passe vraiment. Et quand tu vois ce qui se passe vraiment, il y a encore des gens en France qui débattent de si c'est un génocide ou pas, mais quand tu vois ce qui se passe vraiment, tu sais que c'est pas une guerre, tu sais que c'est pas des militaires contre des militaires, tu sais que c'est un peuple affamé qui se fait tirer dessus alors qu'ils n'ont rien, tu vois. Tu vois que si tu n'appelles pas ça un génocide, tu appelles ça un massacre de masse, tu vois. Et donc, il faut voir ces images-là pour voir la réalité, et on voit que c'est pas de la propagande du Hamas. Donc, il y a un truc où faut aller montrer ça, faut aller montrer cette vérité-là de ce qui se passe là-bas chez nous, pour qu'on puisse, nous, arrêter ce soutien à Israël. Voilà. Et puis après, il y a d'autres actions qu'on peut faire. Il y a le boycott, bien sûr. On peut aussi, les Gazaouis n'ont pas accès à Internet, donc on peut leur acheter des eSIM, donc des SIM électroniques, pour qu'ils puissent avoir accès à Internet par satellite. Donc, il y a d'autres actions qui peuvent être faites depuis chez nous. Et puis après, là, il y a une autre initiative qui est en train de se mettre en place. Après le bateau de Rima Hassan et de Greta Thunberg, il y a l'initiative de 1000 bateaux, 1000 Madlins to Gaza. Donc là, il y a une grosse organisation qui essaie de recenser le plus de gens possible, le plus de gens qui ont des bateaux, qui savent naviguer ou quoi, parce que l'Israël peut arrêter un bateau, mais Israël ne peut pas arrêter 1000 bateaux qui sont en train de cheminer vers Gaza, quoi. Et donc, c'est notre devoir de faire ça, parce qu'aujourd'hui, il y a peu de nourriture qui rentre à Gaza. Ce que j'ai vu aussi, il faut dire, c'est les Chinois qui ont réussi, eux, à aller avec des avions et lâcher des gros colis parachutés de nourriture. Donc, eux, les Chinois, ont réussi à y aller par voie aérienne. Par voie terrestre, c'est mort. Et donc, par voie maritime, ça serait la prochaine initiative qui est en train de se monter. Et puis, on verra ce que ça va donner. De toute façon, voilà, c'est des batailles, quoi. On fait ce qu'on peut. On fait, nous, ce que les États devraient faire. Et du coup, on n'a pas les moyens d'un État. Si la France était vraiment motivée, elle ferait comme la Chine, elle irait par voie aérienne ou elle irait par voie maritime en train de déposer de l'aide humanitaire. Mais comme voilà, donc c'est à nous de le faire parce que les États ne le font pas, ou alors c'est à nous de faire tomber les États parce que voilà, nous aussi on va pas donner de leçons aux Égyptiens, on va dire ça comme ça. Ok. C'est bien que tu sois venu aussi parce que c'est vrai qu'en ce moment, même avec ce qui se passe entre Israël et l'Iran, des fois on a l'impression qu'on parle plus assez de Gaza, tu vois ce que je veux dire? Et du coup, c'est bien que tu sois venu pour témoigner, donner ton expérience. Et ouais, très cool en tout cas. C'était très intéressant aussi. Merci de m'avoir. Mille merci Adrien, vraiment, d'être allé, d'être venu ici aussi. Et puis, on se verra prochainement alors. Ouais. Et bon courage aussi, du coup, si tu continues de te battre. Du coup, je lance directement un générique et je vais directement mettre du coup Alilé et Lucie sur l'écran. Je les avertis déjà, comme ça elles ne sont pas surprises après. Et voilà, pour passer au thème suivant, totalement différent, les rencontres des Insoumis à Berlin. Allez, ciao Adrien, à la prochaine. Merci. Ciao.